Pour démarrer, je prends Gaëtan Picon sur Julien Gracq. 4 romans ou récits. Au château d'Argol, un beau ténébreux, le rivage des Syrtes, un balcon en forêt. Un recueil de nouvelles, la presqu'île. Une plaquette de poèmes en prose, Liberté grande. La pièce de théâtre du roi pêcheur, un essai sur André Breton, un étincelant et salubre pamphlet, la littérature et l'histoire. L'œuvre de Julien Gracq occupe une place essentielle à la fois par sa valeur propre et sa valeur d'exemple, autant par sa qualité que par son extrême conscience. Elle est sa fois un centre de ralliement pour tous ceux qui n'acceptent pas de voir l'homme réduit à sa seule part rationnelle, et qui, rêvant d'un homme total, sont naturellement amenés à exalter sa faculté irrationnelle. La littérature scriée nature la continuité d'une tradition française, celle qui va des moralistes aux naturalistes. Gracq assure la continuité de l'autre tradition, celle qui va du cycle de table ronde au surréalisme, en passant par le lyrisme romantique. Qu'au château d'Argol est paru la même année que Nausée, est-il la survivance, est-ce la survivance ou promesse? Au château d'Argol se présentait comme un pastiche du roman noir. C'est que la mythologie romantique, aux yeux de Gracq, conserve un pouvoir intact. À son efficacité même, à sa réussite particulière, elle ajoute la séduction supérieure de la familiarité. L'avis au lecteur, désormais les critiques faciles, en déclarant les répertoires toujours prennent des châteaux branlants, des sons, des lumières, des spectres dans la nuit et des rêves nous enchantent surtout par sa complète familiarité et donnent tout simplement du malaise sa virulence indispensable en prévenant d'avance la voix tremblée. N'a pas semblé pouvoir être laissé de côté sans que fût commise une faute de des plus grossières. 2 grands romans, Un beau ténébreux et Le rivage des Syrtes, témoignent de la même fidélité à l'égard de la mythologie et de l'imagerie romantique, et ces éléments traditionnels entrent ici en composition d'œuvres extrêmement complexes. La description, l'analyse, le dialogue, utilisés avec un bonheur égal, reçoivent une unité immédiatement perceptible, celle du drame. Ces livres, qui peuvent paraître faits de morceaux brillants, simplement juxtaposés, possèdent une unité profonde qui est à la fois unité d'action et unité de signification. Chaque roman est un drame. Il est le roman même du drame, puisqu'il n'a pas d'autre sujet que son irruption dans les existences qui se croient préservées. Blabla, blabla, blabla. De cette longue phrase, ouvragée et scintilloquante et dramatique en puissance et rassurante à la surface, qui unit la période classique au faste de l'imagination romantique, on peut dire qu'en dépit de ce qu'elle a parfois de livresque et des réminiscences qui l'alourdissent, elle est l'une des plus sûres, des plus efficaces, des plus authentiquement signées du moment. La valeur poétique d'un recueil comme Liberté grande vient de la même source. La beauté dont il s'agit ici n'est pas celle qui s'incarne par hasard dans les mots, avec une sorte d'impatience dédaigneuse et sans venir d'eux, mais celle qui récompense l'application du poète au langage. La phrase n'est pas faite pour les images, mais les images pour la phrase. La tenue du style est la première vertu. Pourtant, on ne réduira pas cette œuvre au mérite d'un style. Elle est une mythologie, non pas la création sans doute, mais la reprise d'une mythologie, commune au romancier et au poète. La description originale de la réalité appelle à un théâtre aussi séparé du monde quotidien que la scène l'est de l'espace qui l'entoure, un monde qui ne veut retenir que des hautes figures, où se concentre toute la beauté et toute la terreur de la vie.